Fin 2020, le Secours catholique sort un rapport coup de gueule. Par des exemples concrets issus de leur expérience de terrain, ils montrent l'indignité des contrôles imposés aux pauvres, ainsi que l'inefficacité des contreparties qui leur sont réclamées. Il devient urgent que la patrie des Lumières mette en place un revenu minimum garanti, sans contrepartie. Nous allons vous raconter l'histoire du revenu d'existence, ou revenu universel, ou revenu de base, qui est, quel que soit son nom, le socle sur lequel doit s'appuyer, selon nous, toute politique redistributive. Un socle citoyen parce qu'on existe. Mais avant de commencer notre récit historique, nous souhaitons donner une définition précise de ce que l'on entend par socle citoyen. Le réseau international Basic Income Earth Network définit 5 caractéristiques impératives. 1. Paiement en monnaie. Un moyen d'échange permettant à ceux qui le reçoivent de décider eux-mêmes de ce qu'ils dépensent. Il n'est pas payé en nature ou sous forme de bons dédiés à une utilisation spécifique. 2. Périodique. Payé à intervalles réguliers, par exemple tous les mois, et non comme une allocation unique, payée à l'âge adulte par exemple. 3. Individuel. Calculé sur une base individuelle et non optimisé en fonction de la composition des ménages, mais le montant peut varier selon l'âge. 4. Inconditionnel, accordé à tous, sans enquête sur le niveau des ressources. 5. Sans contrepartie, accordé sans obligation de travailler, ni même de démontrer sa volonté de travailler. L'histoire du socle citoyen commence en 1795 avec l'intellectuel britannique Thomas Paine. Celui-ci, devenu entre-temps américain, constate, je cite, « Parmi les Indiens de l'Amérique du Nord, il n'y a aucun de ces spectacles de misère humaine que la pauvreté et le besoin présentent à nos yeux dans toutes les villes et les rues d'Europe. La pauvreté est une chose créée par ce qu'on appelle la vie civilisée. Le monopole foncier a dépossédé plus de la moitié des habitants de chaque nation de leur héritage naturel, sans leur attribuer une indemnisation pour cette perte. Je propose la création d'un fonds national duquel sera payé à chaque personne, riche ou pauvre. Il est préférable de faire ainsi pour empêcher les distinctions désobligeantes. En défendant la cause des personnes ainsi dépossédées, c'est un droit et non une aumône que je réclame. » Ainsi, Thomas Paine, le premier, ébauche ce qu'on appellera plus tard l'universalité et l'inconditionnalité du socle citoyen. Les 150 ans qui ont suivi Thomas Paine ont été largement dominés par l'avènement du salariat et l'affrontement entre marxisme et capitalisme. Au XXe siècle, une étape importante est franchie avec l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, et dans tous les autres cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » Respectons-nous ce droit fondamental? Hélas non, même en France. En effet, que vaut le droit à la liberté à celui qui n'a pas d'autre choix que de vendre sa force de travail? Lorsque les droits de l'homme proclament le droit naturel et inaliénable à la propriété, que vaut ce droit pour celui qui n'a d'autre propriété que sa vie? Dans les années 60, diverses initiatives prennent corps et c'est aux USA que les plus remarquables ont lieu.
Citons d'abord Milton Friedman, le prix Nobel d'économie, célèbre pour ses théories monétaristes. Alors qu'il est diabolisé par une partie de la gauche comme le père du néolibéralisme, on sait moins qu'il a travaillé sur la question de la pauvreté. Il a popularisé en 1962 le concept d'impôt négatif, selon lequel une somme forfaitaire serait distribuée aux foyers fiscaux sans ressources. Il s'agit bien d'une manière nouvelle d'assurer la fameuse progressivité de l'impôt. Ensuite, George McGovern, qui fut candidat démocrate face à Richard Nixon en 1972. Son programme électoral comprenait le Demo Grant, une allocation inconditionnelle de $1000 par Américain. Enfin, c'est en 1976 que l'État de l'Alaska, après avoir découvert de riches gisements pétroliers, décide la création d'un fonds alimenté par cette rente pétrolière. L'originalité de ce fonds est qu'il verse tous les ans un dividende uniforme à tout résident de l'État de l'Alaska depuis au moins 12 mois. C'est donc une forme de revenu universel à l'échelle locale. En France, c'est Lionel Stoléru qui va importer des États-Unis l'idée d'une forme de socle citoyen. Dans son ouvrage « Vaincre la pauvreté dans les pays riches », il l'analyse en 1974. La plupart des rigidités actuelles proviennent de l'insécurité qui s'attache à tout ce qui est changement. En distribuant des aides par catégorie de personnes et par catégorie d'événements, le système social actuel achève de figer la société en rendant dramatique tout changement de catégorie. Lionel Stoléru convaincra plus tard, en 1988, le Premier ministre Michel Rocard de mettre en place le RMI, le revenu minimum d'insertion, une étape importante de notre histoire sociale, mais où le principe de l'inconditionnalité n'est toujours pas accepté. Philippe Van Parijs, philosophe et économiste belge, est aujourd'hui encore la référence mondiale en ce qui concerne le socle citoyen. Dans son ouvrage « Real Freedom for All », il met l'accent sur l'aspect de liberté que permet un tel outil. Je cite, « Une liberté réelle et égale pour toutes et tous est possible via l'instauration, à l'échelle politique la plus large possible, d'une allocation universelle, individuelle et inconditionnelle, qui permet notamment de libérer les chômeurs de la trappe de pauvreté qu'engendrent les systèmes actuels de compensation à l'absence d'emploi, d'améliorer les conditions des travailleurs via l'accroissement du pouvoir de négociation des employés face à leurs employeurs, d'encourager le travail indépendant, l'innovation et la prise de risque, de libérer les femmes au foyer de leur dépendance financière par rapport à leur mari. Si la couverture de son livre représente le fameux surfeur de Malibu, c'est parce que l'aspect le plus controversé de sa proposition est l'absence de contrepartie. Selon lui, si le surfeur de Malibu se contente de son socle citoyen et passe ses journées à surfer, eh bien, libre à lui de le faire. Il s'oppose sur cette question à un autre grand philosophe du libéralisme, l'Américain John Rawls, qui lui considère que le surfeur de Malibu devrait être privé de son socle citoyen. Alors, où est la vérité? Lequel des deux a raison? C'est le sociologue Alain Caillé qui, selon nous, apporte en 1996 la meilleure réponse à la controverse sur l'inconditionnalité du socle citoyen. Accorder un don inconditionnel de citoyenneté, en effet, ce n'est certainement pas octroyer un don gratuit. L'objectif, comme toujours avec le don, étant de nourrir la liberté et la spontanéité, de créer de la confiance, on perdrait tout en espérant pouvoir retenir d'une main ce que l'on donne de l'autre. En tentant de se prémunir par une fiction de contractualité, de conditionnalité, comme c'est le cas en France avec le RMI, ou, pire encore, en se réfugiant dans le registre de l'obligation et de la violence. Mais le fait de ne pas exiger de retour ne signifie pas, et ne doit surtout pas signifier, qu'on n'en attend pas. Mais quel retour la collectivité peut-elle
et doit-elle attendre? La seule chose que la société soit en droit de demander positivement en échange d'un revenu inconditionnel de citoyenneté, ce n'est pas de l'utilité indéterminable, mais de l'initiative, de la vie, de la participation effective à la production de la collectivité par elle-même. Liberté doit être laissée à ceux qui reçoivent un revenu inconditionnel, dont il faut quand même rappeler qu'il ne leur permet guère de mener la grande vie, de décider par eux-mêmes ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas. Enfin, c'est en 2014 que le socle citoyen fait un nouveau pas en avant avec un travail très approfondi de Marc de Basquiat sur le financement d'un tel outil. Il en publie un livre avec le philosophe libéral Gaspard Koenig. Il s'agit d'une actualisation des travaux de Lionel Stoléru avec une explication précise des réformes de la fiscalité et des mécanismes de protection sociale qui sont nécessaires en France. Marc de Basquiat démontre qu'on sait financer un socle citoyen de 500 € par adulte et par mois sans augmenter les impôts. Explication. Le point de départ de la réflexion de Marc de Basquiat est la complexité effarante de notre système socio-fiscal. Complexité qui non seulement coûte très cher à gérer, mais en plus décourage les plus pauvres d'entre nous qui n'y comprennent plus rien. Une telle complexité devient un problème politique, comme l'a montré la crise des Gilets jaunes, car le consentement à l'impôt s'est largement effrité en France. Parmi les analyses de Marc de Basquiat, on trouve une analyse détonnante de la politique familiale. Celle-ci est aujourd'hui très fragmentée car le résultat d'un empilement de mesures incohérentes entre elles. Quotient familial, allocation familiale sous conditions de ressources, RSA couple, etc., etc. Sur un graphique édifiant, son partenaire Léon Régent trace la courbe du montant reçu par enfant et par mois en fonction du salaire. Pardon, je devrais dire les courbes, ou même les spaghettis, tant la distribution est inéquitable selon qu'on est riche ou pauvre, célibataire ou en couple, etc., etc. Notre système socio-fiscal présente plusieurs trous dans la raquette. Citons notamment les couples pauvres au RSA et les jeunes entre 18 et 25 ans. L'autre analyse frappante de Marc de Basquiat concerne l'impôt sur le revenu. L'imposition par tranche se visualise bien sur un graphique représentant l'impôt payé en fonction du revenu. Ce sont des segments de droite continus dont la pente est égale au taux marginal du foyer fiscal concerné. En ajoutant sur le même graphique les différents dispositifs de soutien existants pour les plus pauvres, RSA, prime d'activité, etc., on aboutit à une redistribution finalement très linéaire avec une subvention de l'État d'environ 500 € pour tous les bas revenus. Et il conclut en proposant une restructuration de l'impôt sur le revenu qui serait maintenant individuel, prélevé à la source, avec un taux unique d'environ 30% et un crédit d'impôt individuel de 500 €. Les sommes ainsi redistribuées par ce nouveau système resteraient stables autour de 300 milliards. Avec cette simplification radicale, on aurait un système lisible, compréhensible par tous, sans effet de seuil et avec un socle citoyen automatisé de 500 € par adulte et par mois. En plus de toutes les vertus de sécurité, de dignité, de confiance, de dynamisme que ce nouveau système insufflerait, le coût de sa gestion serait drastiquement réduit pour le bien de tous. Beaucoup nous posent la question, mais pourquoi donner aussi le socle citoyen aux riches? Avec cette proposition, la réponse devient évidente. Le donner aussi aux riches simplifie drastiquement la distribution.
supprime la stigmatisation des pauvres et au final, les riches rendent cet argent reçu dans leur poche gauche via la poche droite où vient piocher l'impôt linéaire. Il est dans l'intérêt des pauvres que les riches touchent aussi le socle citoyen. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la redistribution. Plus on est nombreux à recevoir une allocation, plus la pression démocratique est forte pour qu'elle augmente. Des dizaines d'expérimentations ont eu lieu en Inde, en Finlande, en Namibie, en Californie, etc. Elles ne furent pas toutes conclusives sur le plan scientifique, mais on a pu en tirer des enseignements généraux, parmi lesquels une augmentation du temps partiel choisi, une augmentation du bien-être, une augmentation de la confiance en soi, et surtout, la distribution d'un socle citoyen n'a nulle part rendu les allocataires fainéants. On a pu même constater une augmentation des taux de retour à l'emploi. Après 230 années de mûrissement, il est maintenant temps de passer à une mise en place à une grande échelle, à savoir dans un État-nation. Qui sera le premier à oser ? La crise du Covid-19 a poussé plusieurs pays, dont les USA de Trump, à faire des distributions directes de sommes d'argent forfaitaires. Le besoin d'un système pérenne qui l'organise se fait sentir. Des prises de position fortes en faveur du Universal Basic Income ont eu lieu. Barack Obama, le pape François, Elon Musk, pour ne citer que les plus célèbres. En France, la classe politique semble également se mobiliser. À droite, comme à gauche et chez les écologistes, autour de la députée Valérie Petit, qui a obtenu un débat parlementaire sur la question en 2021. La raison majeure pour laquelle il est nécessaire d'instaurer un revenu d'existence ou socle citoyen, c'est celle d'instaurer un revenu distributif lié au fait que tout un chacun est inséré dans une communauté nationale et héritier de ce fait des travaux et efforts des générations qui l'ont précédé. C'est donc parce qu'on existe et non pas pour exister que ce revenu se justifie, c'est-à-dire pour compenser un peu les inégalités liées aux familles dans lesquelles on est, permettre à chacun de trouver plus aisément sa place dans la société, en multipliant plus facilement ses expériences de vie, le temps de trouver ses talents et ses goûts, et favorisant les changements métiers, c'est-à-dire l'employabilité, sujet si important pour relever les défis de la mondialisation, de l'intelligence artificielle et du dérèglement climatique. Enfin, comme on l'a vu avec le surfeur de Malibu, la liberté, c'est bien le droit de se conformer ou pas à une vision particulière du bonheur, du bien et du vrai. Elle ne consiste pas uniquement à s'affranchir de ce qui nous détermine ou de ce qui nous a servi, mais elle est aussi le droit de jouir paisiblement de son existence.